Donc en effet, je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui porte sur le rôle du micro-ARN 132 au sein de la pathologie Huntington avec le modèle de souris ZQ175. Donc trois éléments que je vais définir avec vous dans mon introduction. À commencer par la maladie d'Huntington. Elle doit son nom au médecin anglais George Huntington qui, en 1872, dans un papier intitulé sobrement Sur la Corée, a été le premier vraiment à caractériser la maladie. Déjà, il a mis en évidence le caractère héréditaire de la pathologie, ce qui n'avait jamais été fait avant, donc il a mis en évidence le côté génétique. Et aussi, il a mis en évidence le fait que ce soit une pathologie du cerveau. Parce que jusqu'à maintenant, avant lui, on s'intéresse surtout aux symptômes moteurs, caractérisés par de l'incoordination, de la dystonie et de la chorée. Et la chorée, d'ailleurs, qui a donné son nom pendant très longtemps à la maladie, c'est une incapacité des muscles à être au repos. Sur un électromyogramme, on voit tout un tas d'activités, alors que normalement, il est censé être vraiment bien plat et linéaire. Mais avec tout ça, et donc ça a été mis en évidence par George Huntington, on a aussi tout un volet de symptômes cognitifs, avec vraiment un déclin progressif de la cognition des patients, qui est caractérisé par des difficultés comportementales et aussi beaucoup de dépression. Cela est dû à de la neurodégénérescence, surtout au niveau striatal. Donc on peut voir ici sur cette figure le marquage des neurones du striatum qui diminue avec le temps dans la pathologie à droite, contrairement au contrôle à gauche. Le cycle de vie de la maladie est sensiblement le même pour tous les patients. On a un diagnostic entre 30 et 50 ans, à savoir que les formes plus sévères de la pathologie peuvent se déclarer bien plus tôt, par exemple dès l'enfance. Et suite au diagnostic, on a un déclin progressif et irrémédiable des individus jusqu'à leur mort une vingtaine d'années après ce diagnostic. Quelque chose à noter pour rester dans les idées joyeuses, qu'il y a beaucoup d'anxiété chez les patients, notamment les envies de suicide sont beaucoup plus élevées que dans la population générale, ce qui laisse un côté anxieux et qui d'ailleurs est décorrélé avec le diagnostic. Ce n'est pas le fait d'apprendre la maladie qui les rend anxieux. C'est vraiment un symptôme particulier. En parlant des symptômes, au niveau cellulaire, on observe plein d'agrégats dans les neurones qui s'accumulent avec le temps, qui mènent donc à la dysfonction des neurones. C'est avec ça qu'apparaissent les premiers symptômes. Et ces dysfonctions vont finir par tuer les neurones. Et donc là, on a le côté vraiment tout neurodégénératif et les symptômes cognitifs. Le responsable de cette maladie, c'est la protéine Huntingtin. On saluera l'imagination débordante des scientifiques pour nommer les choses. Il s'agit d'une protéine dont voici un modèle tridimensionnel. Si vous avez l'habitude de manipuler des protéines, vous pouvez voir que c'est une protéine vraiment énorme. Elle fait 3000 acides aminés, ce qui représente un poids moléculaire de 350 kilodalton à peu près. Ce qui veut dire que si vous faites un Western blot, elle se retrouve systématiquement en haut de votre gel. C'est parfait pour manipuler. On l'aime beaucoup. Il faut savoir que cette protéine est ubiquitaire à plein de niveaux. On la retrouve dans énormément de taxons animaux, mais également dans beaucoup de tissus. En fait, vous avez quasiment toutes vos cellules possèdent la Huntingtin. Et également, à l'intérieur de ces cellules, on la retrouve dans plein d'organelles différents. Dans quasiment tous. Le noyau, Golgi, les réticules monoplasmiques, etc. Le problème vient de son domaine polyglutamine. Donc, je vais vous afficher la séquence en acides aminés, les N-terminal, donc les 100 premiers. Et on peut voir ici une répétition de l'acide aminé glutamine, qu'on appelle aussi une queue polycule. Dans la population normale, en conditions physiologiques, il y a entre 7 et 34 répétitions selon les individus. Mais on observe chez les malades, en fait, beaucoup plus de répétitions, et il y a un seuil à partir de 37 où la protéine va avoir un gain de fonction. En fait, les fragments N-terminaux, très riches en glutamine, qui est un acide aminé polaire, vont avoir tendance à s'agréger les unes avec les autres de manière assez solide et être résistante à la dégradation, et emprisonner également plein d'autres protéines au sein de ces agrégats. Et donc ces agrégats, au fur et à mesure du temps, vont être de plus en plus gros et de plus en plus nombreux, comme on peut le voir sur cette magnifique image d'immunofluorescence, où en rouge sont marqués les agrégats Huntingtin. On voit plusieurs régions, donc le cerveau au complet, enfin, une tranche, et deux régions, le striatum et le cortex. Et on voit qu'avec l'âge de la pathologie, les agrégats arrivent d'abord dans le striatum,
sont de plus en plus nombreux, puis finissent par toucher aussi toutes les autres régions du cerveau. Souvent dans les neuropathologies, on a aussi un mécanisme de régulation cellulaire qui est fortement impacté, c'est le mécanisme des micro-ARN. Comme leur nom l'indique, les MIR sont de toutes petites molécules d'ARN, d'à peu près une vingtaine de nucléotides, qui vont aller se fixer à leur ARN messager spécifique. Alors, qui sont beaucoup plus gros. Hein. Pour rappel, un ARN messager fait entre 500 à 20 000 nucléotides, donc il y a plusieurs ordres de grandeur entre les deux. Et comme vous le savez, les ARN messagers ont pour but de produire des protéines, enfin d'être traduits en protéines. Lorsque un micro-ARN se fixe à son ARN messager cible, dans ce cas-là, il le ségrègue et l'empêche de faire son rôle, et on observe donc une diminution de la concentration en protéines associées. Comme ici sur ce Western blot, où on voit le signal de ferme T2, ici, diminuer lorsque l'on ajoute les ARN ciblant l'ARN messager. Il faut savoir que la plupart, c'est à peu près 70% des micro-ARN découverts et étudiés sont exprimés dans le cerveau. Et en fait, il y a vraiment un lien très fort entre ce mécanisme de régulation et ce tissu, parce que la plupart des micro-ARN jouent un rôle très important dans tout ce qui est neurogénèse, plasticité synaptique, et même, de manière plus générale, dans tout ce qui est développement cognitif et des neurones. Dans les neuropathologies, souvent, on observe justement une dérégulation de ce mécanisme, ce qui explique souvent le côté neuro des neuropathologies. Il faut savoir que des micro-ARN, il y en a plusieurs centaines. Et nous, dans notre étude, nous avons décidé de nous intéresser au micro-ARN numéro 132, qui, en plus d'avoir toutes les caractéristiques que je viens de mentionner, a aussi deux rôles majeurs dans le cerveau. Le premier, c'est qu'il est vraiment garant de la santé des neurones. Il a un effet neuroprotecteur. Et en plus de ça, il est activé et active tout ce qui est processus de cognition, mémoire, communication entre cellules, enfin entre neurones surtout. Deux choses qui sont fortement impactées, vous en doutez, dans la maladie d'Huntington. En plus, on a remarqué que, notamment dans la région du striatum et plus particulièrement dans la région du putamen, on a une diminution de la concentration en micro-ARN 132 avec la pathologie. Donc il y a vraiment un effet répresseur de la maladie sur le MIR. Donc là, on peut supposer que le MIR et la pathologie ont vraiment des effets conflictuels. Et donc notre hypothèse, c'est que le MIR a tendance à préserver l'organisme de la pathologie. Donc si on retire le MIR, on va amplifier les effets de la pathologie. Tout ça nous mène donc aux objectifs de cette étude. L'objectif qui est donc, comme je le mentionnais en titre, connaître le rôle vraiment de ce MIR 132 au sein de la pathologie. Ça apporte deux sous-objectifs, on va dire ça. Le premier, c'est vraiment comprendre comment la perte du MIR 132 altère tout ce qui est schéma de transcription, etc. et de régulation. Et l'autre versant de cet objectif, c'est comprendre quels sont les symptômes au sein de la maladie qu'on peut donner à la perte de ce 132-là. Pour faire cette étude, on a utilisé le modèle de souris nommé ZQ175, qui a été fait par un petit laboratoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Jackson Lab, qui a créé ce modèle pathologique en mutant donc, la protéine HTT. Pour ce faire, ils ont pris la séquence de Huntington chez la souris, et ils y ont incorporé l'exon 1 humain, avec 190 répétitions de glutamine pour vraiment mimer le côté polyQ qui s'agrège, etc. Nous avons ajouté une mutation pour retirer le 132, sauf qu'on ne peut pas faire une délétion classique, parce que, comme je l'ai mentionné, le 132 agit beaucoup sur le développement neural. Donc on a créé une mutation conditionnelle avec le système Crelox pour pouvoir le retirer après le développement du souriceau. Ce qui nous amène à 4 génotypes différents. Pour garder toutes choses égales par ailleurs, la mutation créée du système Crelox donc, a été implémentée chez toutes nos souris. La moitié de nos souris ont donc eu la mutation
la délétion conditionnelle du 132, et au sein de chaque groupe, la moitié a eu la pathologie ou non. À raison de 30 souris par groupe, ça nous donne une cohorte de 120 individus, ce qui est une très grosse cohorte. À propos de cohorte, donc dans le plan d'expérience, on a suivi les souris pendant 17 mois, avec plusieurs étapes clés pendant ce temps. Première chose, à 2 mois, on a fait les injections au tamoxifène, qui active donc le système Crelox et retire, ou non selon le génotype, le 132. À 7 et 17 mois, on a fait les tests comportementaux pour mesurer motricité et anxiété, donc les deux facettes des symptômes de la maladie. Et suite à cette deuxième série de tests comportementaux, nous avons malheureusement sacrifié les souris pour obtenir les données biologiques. Pendant toute la durée de vie des souris, on a pris le poids et la survie, ce qui nous amène à vraiment un très gros éventail de données qu'on peut classer selon 3 types. Première, ce sont les données comportementales. En second, les données anatomiques, donc tout ce qui était poids prélevé pendant le sacrifice, donc poids des organes, leurs aspects, etc. Et aussi une énorme partie biomoléculaire, qu'on peut diviser en 2 volets. Le premier, intuitif, c'est tout ce qui est protéomique, puisqu'il s'agit d'une protéinopathie, et les protéines s'accumulent dans les neurones. Donc pour ça, on utilise le Western blot et les IF pour prendre nos mesures. Et aussi, on a décidé de remonter bien plus profondément au niveau transcriptionnel, donc des ARN messagers, puisqu'il s'agit de mécanismes transcriptionnels. Et avec ça, pour mesurer ça, on utilise qPCR et séquençage de l'ARN. Avant de rentrer vraiment dans les résultats, j'aimerais attirer votre attention sur ma légende, qui est pas forcément très intuitive et facile à appréhender. Donc, je vais attirer votre attention sur le code couleur, qui est très important. Le vert symbolise nos contrôles, tandis que le orange symbolise nos souris pathologiques, donc la maladie. Et les triangles que vous voyez là sont là pour illustrer le fait qu'on a retiré le 132 à ce génotype. Donc pour commencer, les analyses de poids et de survie. Alors le poids sert surtout à valider notre modèle, parce que dans la pathologie d'Huntington, on a des perturbations métaboliques qui limite la prise de poids de nos souris, ce qu'on peut constater assez nettement ici. Les choses commencent à devenir intéressantes quand on regarde la survie de nos génotypes, et même si le test de Mantel-Cox nous dit qu'il n'y a pas vraiment de différence, on voit pourtant qu'il y a un génotype qui clairement a l'air de sortir des autres. En fait, les choses deviennent assez évidentes lorsque l'on regarde selon les sexes, parce que chez les femelles, tous les génotypes ont l'air d'être similaires, donc les différences s'expliquent que chez les mâles. Et en effet, un seul génotype a l'air de... en fait, le retrait du 132 chez les sauvages, chez les mâles, a l'air de augmente la mortalité, alors que ce n'est pas un effet qu'on retrouve chez les malades. Comme si, en conditions pathologiques, cet effet ne s'appliquait pas. C'est là où je perds tous ceux qui ont trouble de l'attention. Je vais vous parler des tests comportementaux, notamment de l'Open Fields, où le principe est assez simple. On met la souris dans une boîte de 10 cm de côté et on enregistre les mouvements de la souris pendant 10 minutes. Alors, on récolte tout un tas de données avec ce test. Ce que je vais vous présenter ici, c'est surtout le temps passé dans 2 régions très importantes, les coins en orange et le centre en vert. Il faut savoir que les souris n'aiment vraiment pas les espaces ouverts. D'autant plus lorsqu'elles sont anxieuses, elles vont avoir tendance à rester dans les coins. Alors qu'une souris qui est plus à l'aise va laisser parler sa curiosité et donc explorer toute la boîte. On va la retrouver plus souvent au centre. Donc pour les résultats, je rappelle, les tests comportementaux ont été faits à 7 et 17 mois, donc on peut les comparer. Quand on regarde le temps passé dans les coins, donc une mesure de l'anxiété, en premier, on peut observer à 7 et 17 mois que selon la pathologie, il n'y a pas l'air d'avoir d'effet. Par contre, lorsque l'on regarde l'effet de la délétion en 132, dès 7 mois, on voit qu'il y a un effet anxiogène de cette délétion-là, qu'on retrouve à 17 mois, amplifié chez les contrôles. Bon, diapositive plantée. Donc on retrouve cet effet chez
Chez les sauvages, la p-value est à 0,07, il me semble. Par contre, on la retrouve beaucoup moins chez le pathologique parce que la maladie a l'air de rattraper cet effet. Pour le temps passé dans le centre, donc qui est l'opposé, on s'attend à voir les résultats inverses, donc on mesure la non-anxiété, on peut dire ça comme ça. On n'observe vraiment pas de différence à 7 mois, et les choses commencent à être un peu plus tranchées à 17 mois, comme vous pouvez le voir ici. Donc on retrouve un effet de la maladie, mais surtout un gros effet du 132 qui est forcément visible chez nos contrôles, qu'il est plus du tout chez nos malades, puisque donc, on a ce rattrapage de phénotype. Pour le volet biomoléculaire, on va commencer avec le séquençage de l'ARN, qui est un gros volet. On a reçu les résultats il n'y a pas si longtemps, donc je suis encore au début des analyses. Mais la première chose qu'on peut regarder, c'est les proportions. Quels sont les gènes qui bougent et comment est-ce qu'ils bougent au sein de nos génotypes. Et ça, on peut le faire en fonction des régions du cerveau. Quand on regarde le cortex, il y a à peu près 3000 gènes qui bougent selon nos génotypes. Mais quand on regarde le striatum, qui je rappelle est l'épicentre de la maladie, là où la maladie est la plus sévère, on a 2 fois plus de gènes. Donc, ça peut déjà commencer à nous faire réfléchir, mais on peut aller plus loin en regardant seulement là où le MIR132 a un effet au sein de la pathologie. Donc on filtre un peu certains gènes, on arrive à en garder 10% sur le cortex, et on en garde à peu près un quart dans le striatum. Donc là encore, les proportions sont vraiment différentes. Le 132 a l'air d'avoir un effet beaucoup plus fort dans le striatum que le cortex. Mais on peut encore aller plus loin en regardant ces effets, est-ce qu'ils aggravent la pathologie? Donc est-ce qu'on retrouve le phénotype malade chez nos contrôles, ou est-ce qu'on amplifie aussi le phénotype malade? Mais on peut aussi regarder l'inverse, est-ce que l'effet est réducteur? C'est-à-dire, est-ce que chez nos malades, on retrouve le niveau transcriptionnel des contrôles? Donc un effet plutôt positif. Dans le cortex, on a quasiment autant de gènes qui ont les effets sont vraiment partagés. Tandis que dans le striatum, la différence est vraiment beaucoup plus flagrante. On a énormément de gènes qui sont aggravés, le phénotype est aggravé lorsqu'on retire le 132, plutôt que de phénomènes plutôt positifs. Je mets les cercles du cortex pour que vous ayez une idée des échelles, des proportions. Et donc ça peut expliquer pourquoi le striatum est vraiment l'épicentre de la maladie, contrairement par exemple au cortex qui a l'air de mieux réagir à la baisse ou même la perte du 132. Pour le volet protéomique, cette fois-ci, donc on attend vraiment les résultats du séquençage ARN, les analyses, pour vraiment savoir dans quelle direction partir, parce que sinon on pourrait faire de l'analyse protéomique pendant des années. Mais ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est vraiment nous familiariser avec nos anticorps, les apprivoiser. Ceux dont on sait qu'on va se servir, notamment ceux qui ciblent la pathologie ou des marqueurs de santé neuronaux. Pour le volet immunofluorescence, par exemple, un comarquage qu'on va très souvent réaliser, c'est celui qui va cibler les agrégats de notre protéine HTT, ceux qui ciblent les neurones du striatum, les neurones dopaminergiques, donc qui sont les plus touchés dans la maladie, et donc évidemment un marquage au DAPI pour voir les noyaux, ce qui nous donne cette image-ci. Alors excusez le flou, on est à 63x, donc vraiment très très près. Et là, on peut voir vraiment les inclusions en rouge au sein des noyaux et des cytoplasmes, des neurones en vert, on en voit même sans inclusion, ou d'autres neurones qui n'ont pas l'air d'être de neurones dopaminergiques, également touchés par la pathologie. Ensuite, pour tout ce qui est Western blot, on peut donc regarder la même chose, c'est-à-dire notre protéine mutée, dans la fraction soluble et la fraction agrégée. On est capable de séparer les deux. Et même si notre anticorps ciblant la protéine mutée dans la fraction soluble n'est pas vraiment très très spécifique, et on voit qu'il y a beaucoup de bruit de fond en arrière-plan, on a quand même une nette différence, évidemment, entre les pathologies qui ont la protéine et les les contrôles qui ne l'ont pas. Mais le MIR132 n'a pas l'air d'avoir un effet discernable, tout du moins. Dans la fraction agrégée, notre anticorps est un petit peu plus performant, comme vous pouvez le voir.
Et donc les différences sont également beaucoup plus nettes, mais encore une fois, le MIR132 a l'air de ne jouer aucun rôle. Même logique pour les marqueurs de santé neuronale, notamment NEN, qui est un très bon indicateur de la population en fait, des neurones, ou même BDNF, qui joue un rôle de facteur de croissance, mais qui aussi est très impliqué dans la transcription du 132, et il est réprimé par la protéine HTT. Donc, très intéressant de regarder aussi. Et là encore, dans les deux cas, on observe seulement un effet de la pathologie, mais absolument pas du micro-RNA. Alors, pour résumer tout ça, je vous ai dit que dans le poids, on avait un effet de la pathologie, mais pas du tout du MIR. Dans la survie, il semble y avoir un effet, mais seulement chez les mâles, qui a l'air d'être compensé par la maladie. L'anxiété, quant à elle, est très impactée par le MIR et assez peu finalement par la pathologie. En Western blot, on voit que la pathologie a un effet, mais plus du tout le MIR. Et lorsque l'on regarde au niveau transcriptionnel, il semblerait que le MIR amplifie la pathologie dans le striatum. Alors, dit comme ça a l'air vraiment confus, ça a l'air d'aller vraiment dans tous les sens. Et c'est le but, parce que ce que je veux illustrer aujourd'hui avec vous, c'est que derrière tout ça, il se cache des mécanismes de transcription, de régulation, excusez-moi, vraiment très complexes, sous-jacents à tout ça. Et donc, il va falloir aller vraiment en profondeur dans les données et les analyses pour arriver à discerner ces patterns. Alors pour ça, donc la suite de ma maîtrise, pour atteindre justement ces patterns, ces mécanismes de régulation, on va partir du séquençage à l'ARN, qu'on va évidemment valider par qPCR pour être vraiment certain de nos données de départ. On va donc les analyser, les processer, et cela va nous permettre de distinguer des mécanismes qui impliquent le 132, je disais, dans la maladie. Une fois que ces mécanismes seront donc identifiés, on pourra aller voir en protéomique, donc Western blot et immunofluorescence, pour voir vraiment comment tout cela s'agence. Et pourquoi pas faire après ça une deuxième étude sur une autre cohorte de souris où on essaye l'effet inverse, où on monte le 132 pour voir si de nouveau on obtient les mêmes mécanismes, pour les valider, ou même prendre des mesures de temps beaucoup plus rapprochées, pas seulement à 17 mois. J'aimerais prendre les 30 secondes que je n'ai pas pour remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet, en particulier le personnel de l'animalerie, les étudiants du docteur Frenette pour leur expertise sur tout ce qui était volet moteur, et surtout les membres de mon équipe. Donc, au sein du laboratoire, Serena et Emmanuel, merci à vous pour vos Western blots, c'est vraiment très apprécié. Francis pour la superbe image d'immunofluorescence que vous avez vue, et puis Andréane, merci pour tous ces longs mois de souffrance pour les tests comportementaux et les sacrifices. Et merci à vous pour votre attention. Donc, j'ai beaucoup de questions. Juste Parfait. Parce qu'il y en a une qui se chevauche parmi plusieurs personnes en visio. Donc, c'est quoi l'efficacité de la recombinaison, dans ce cas de la délétion du 132, et comment cela a-t-il été mesuré? Alors, on l'a mesuré, évidemment, excusez-moi, donc on l'a mesuré par qPCR assez vite pour... Bon, en fait, je vais les laisser comme ça. On l'a mesuré assez vite donc dans cœur et cortex, donc pour voir vraiment à quel point notre 132 était supprimé. Donc la délétion a vraiment bien fonctionné. La différence qu'on observe, le cœur a l'air d'être plus haut, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de micro-RN. Comme je le disais, la plupart des micro-RN sont dans le cerveau. Donc on voit beaucoup plus dans le cortex. Alors vous pouvez noter 2-3 points un peu plus haut dans notre délétion, donc qui sont à droite, oui, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, que je n'explique pas. On a peut-être un petit bruit de fond ou des artefacts de manipulation. Mais non, la délétion a quand même assez bien fonctionné. Okay. Et par rapport à ça, il y avait une suite de questions qui étaient, dans ce cas-là, après 17 mois, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles cellules capables de produire du 132? Non, parce qu'en fait, le système Crelox retire la séquence du 132 du génome. Donc, il n'y a plus du tout
de matériel génétique en fait, associé au 132. Léa? Oui, déjà, belle présentation, Rémi. Redis-moi, c'est quoi la différence entre ton modèle et les R6, je sais plus quoi? Et R6.2. R6.2. Ouais, R6.2, j'en parle très rapidement au détour de la première figure. Alors, pourquoi avoir choisi le 132? Je vais remettre celui-ci. En fait, c'est un modèle qui mime beaucoup mieux la pathologie que le phénomène R6.2, par exemple. Il faut savoir que il y a beaucoup de modèles de souris Huntington. Le modèle R6.2, par exemple, on incorpore la protéine humaine en entière dans le génome de la souris. On la replace, et du coup, il y a vraiment un effet beaucoup plus délétère. Les souris R6.2 meurent assez vite, après quelques semaines, quelques mois. Alors que le modèle ZQ175, vu quasiment l'entièreté de la protéine, à part le fragment terminal et murin, en fait, elle est beaucoup mieux tolérée par et on a un phénotype qui est beaucoup plus progressif et qui mime beaucoup mieux ce qui se passe chez lui. Ok. En fait, j'ai 3 questions pour ça. La deuxième, c'est est-ce que au niveau de tes analyses comportementales, tu as vu donc tu disais qu'au niveau de la survie, il y avait des différences entre mâles et femelles. Oui. Est-ce que tu as des différences entre mâles et femelles au niveau de tes analyses comportementales? Comportementales, je ne sens pas que je les ai là, mais non, très peu de différences comportementales, et même je vais rebondir sur la partie protéomique. Donc oui, excusez-moi, les diapos sont beaucoup moins travaillés en figure supplémentaire. À chaque fois, par contre, en Western blot, on a vraiment essayé d'identifier les différences entre mâles et femelles, parce qu'il y a l'air d'avoir des différences, et globalement, non, aucune différence niveau protéomique. Comportemental, il me semble pas non plus, mais j'ai pas les figures pour vraiment en être sûr. Et dernière question, tu as dit que ta HTT a été ubiquitaire et qu'on l'a retrouvée au niveau du réticulum endoplasmique et des mitochondries. Ouais, partout. Ouais, mais du coup, c'est intéressant parce que est-ce que au niveau de ta pathologie, tu as une influence sur le stress du réticulum ou l'altération du métabolisme mitochondrial, par exemple? Alors, stress mitochondrial, oui. Oui, parce qu'il y a vraiment un effet. C'est les mitochondries, la plupart du temps, qui font rentrer le neurone en apoptose, parce qu'elles sont vraiment beaucoup trop stressées par la pathologie. Mais après, non, pas à ma connaissance. Probablement, mais j'ai rien lu sur le sujet, comme quoi vraiment il y avait un stress autre que celui des agrégats. Okay. Et en lien avec ton MIR 132, est-ce que tu sais si ton MIR 132, je sais pas, peut être impliqué justement dans... Alors le MIR 132 a beaucoup de cibles, ce que je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais les micro-ARN ont plusieurs dizaines d'ARN messagers cibles. Il en a beaucoup dans notamment ce qui est facteur de transcription. Donc, le MIR 132 a beaucoup d'effets sur transcription, voie de synthèse du glucose, dégradation du glucose. Donc oui, peut-être qu'il y a aussi des effets ailleurs dans la cellule liée à notre délétion du 132. Ce n'est pas des choses que je compte mesurer tout de suite. Après, on a prélevé du foie, des muscles, donc on pourra éventuellement regarder tout ça. Mais je ne sais pas s'il y a un effet, et je ne vais probablement pas le savoir de sitôt. Il y a encore plusieurs questions, mais une petite question. Pourquoi 7 mois pour le comportement? Pourquoi 7 et 17 dans ce cas-là? Alors, pourquoi 7 et 17 mois? Enfin, surtout 7, j'imagine. Alors, pourquoi 7 mois? C'est parce que dans le modèle ZQ175, c'est vraiment là où on commence à avoir certains symptômes, mais pas tous. Par exemple, les symptômes moteurs sont plutôt détectés à partir de 8 mois. Donc, pour le volet moteur, ça permettait de comparer vraiment avant l'arrivée des symptômes, puis une fois que la maladie était bien avancée. Et c'est la même logique pour à peu près tout. En fait, voilà, c'est ça. 7 mois, c'est vraiment le point d'inflexion. Pourquoi 17 mois ensuite? Parce qu'on voulait vraiment laisser le temps à la maladie de s'instaurer. Pour rappel, des souris de laboratoire, elles ont à peu près 2 ans de vie, donc 24 mois. Il faut savoir qu'à 17 mois, les souris commencent vraiment à être vieilles. Et par exemple, on a eu des soucis en tests comportementaux
genre la motivation des souris. Les souris n'avaient juste pas envie de se plier au test. Et donc, c'était difficile de les garder plus longtemps, même si ça aurait pu être intéressant, notamment pour tout ce qui est survie, où on aurait pu peut-être voir l'effet de la maladie délétère. Est-ce que tu veux une dernière question ou... Bah, oui, si on a le temps. On a encore le temps. Donc, est-ce que c'est possible de tester l'inverse, c'est-à-dire d'injecter le MIR132 et voir si ça améliore la pathologie? En réalité, si on voulait vraiment une étude parfaite, on aurait pu ajouter 2 génotypes. En effet, on surexprime le 132, donc pour en avoir plus, jusque 180 souris, c'était pas vraiment gérable pour un étudiant à la maîtrise. Donc voilà, on a choisi de le retirer. En effet, l'autre approche est aussi défendable. C'est-à-dire, ça serait quelque chose à regarder. Il y a des essais thérapeutiques qui, donc justement, en lien avec l'introduction que je vous ai fait, le fait que le 132 contrecarrait la pathologie ou l'inverse. Donc il y a des études thérapeutiques qui ont été menées pour injecter le 132 aux souris et voir si cela améliorait ou non les symptômes. Et ils ont eu des résultats mitigés, comme on pouvait s'y attendre, avec certains symptômes qui s'amélioraient et d'autres où il n'y avait aucun changement. Dernière question. Ma question, c'était, je sais que les micro-ARN, normalement, il y a quand même beaucoup de régulation entre eux. Ah oui, c'est... Il y a peut-être un mécanisme compensatoire, comme si tu délètes les 132, est-ce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont faire la même chose? Est-ce qu'il y a une façon de l'évaluer en fait? Alors, donc oui, en effet, la régulation des MIR132 met des boucles de rétroaction dans absolument tous les sens, ce que j'illustre du coup avec mes résultats qui vont dans tous les sens. Donc oui, c'est certain, il y a des phénomènes compensatoires. Pour les mesurer, on va pouvoir les mesurer en RNA sequencing, puisque donc on regarde le transcriptome en entier. Même si je pense que les micro-ARN risquent d'être trop petits pour passer à travers le criblage à vérifier. Sinon, après, oui, aussi dans les mécanismes, on va regarder donc, quels sont les gènes, donc les grosses protéines qui changent, et on va forcément regarder quels sont les micro-ARN qui les régulent. Parce que vraiment, on va essayer de dresser une carte du mieux qu'on peut de tous ces schémas d'interaction-là. Donc oui, on va pouvoir les détecter. Après, il faut savoir qu'on ne connaît pas tous les micro-ARN, on ne connaît pas la cible de chacun de tous les micro-ARN. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Donc probablement qu'on va passer à côté de beaucoup de choses. C'est très bien. Plus ou moins répondu à la deuxième question. Merci Parfait. beaucoup. Et merci à vous.